Aujourd'hui, troisième et dernier épisode de notre série sur comment doubler la capacité de ton équipe sans travailler plus. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Et oui, c'est la fin de notre conversation avec Laurie. On va terminer, on va continuer avec les pépites, on va continuer à te donner du contenu, des idées, des déclics pour transformer le flux de ton équipe ou de ton entreprise sans investir, sans embaucher, sans travailler plus. Et si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu peux accéder à une série de mails privés simplement en cliquant sur le lien qui est en descriptif du podcast. Tu mets ton meilleur mail et puis je t'enverrai une série de 12 mails ou de 10 mails, je ne sais plus exactement, qui vont te permettre d'ancrer ce qu'on s'est dit durant ces 3 épisodes qui sont extrêmement touffus, extrêmement concentrés. J'en profiterai aussi dans cette série de mails et aussi dans ce dernier podcast pour te présenter une nouvelle formation qu'on vient de lancer. Je pense que c'est un incontournable. Je pense que c'est vraiment une formation sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse et elle s'appelle Protocol Smart Process. Je t'en parle en fin d'épisode. Pour l'instant, place à la suite de notre conversation avec Laurie. C'est-à-dire que moi, tu vois, on discute pas mal avec des managers et en fait, souvent le problème du manager, c'est qu'il sort jamais la tête de l'eau. Et en fait, il voit l'accumulation de problèmes qu'il faut résoudre, et donc c'est souvent lui qui va y aller. S'il est très je dirais dédié à l'entreprise, sa réaction, ça va être d'aller faire le pompier. C'est-à-dire, il va jouer le rôle peut-être de l'infirmier, mais à tous les étages. C'est-à-dire qu'il va toujours être en train d'aider là où ça bloque, pour débloquer, etc. Avec son tempérament, soit en engueulant les gens, soit en les aidant. Mais bref, il va voir son rôle comme quelque chose où il faut être toujours à l'intérieur du flux, sur le front. Et ça, moi, ça fait longtemps que je développe ce concept-là, c'est que quand tu es dans le travail, quand tu es dans le flux, tu ne peux pas travailler sur le flux. Pour pouvoir travailler sur le flux, il faut être capable de prendre du recul et de le regarder de l'extérieur. On en a déjà parlé, quand on a parlé tout à l'heure des post-it. Un des trucs que ça fait, qui est formidable, cette méthode, c'est que tout d'un coup, toute l'équipe s'arrête et est en train de regarder la représentation de son travail. Et ça n'est que comme ça qu'on peut intervenir sur le travail. Ça n'est que en le regardant de l'extérieur. Tu peux pas intervenir sur le travail quand tu es dans le travail. Mais il y a autre chose qui peut être faire encore blocage, c'est de se dire mais c'est trop compliqué. Et je sais pourquoi on se dit ça. On a tous des manuels de procédure, on a tous des trucs ISO, et c'est des trucs qu'on regarde jamais tellement c'est compliqué. Invivable. Tellement il y a comment ? C'est invivable. Ouais, tellement il y en a et tout. Pour le dire poliment. Et en plus, voilà, ça paraît une montagne et donc on s'en occupe jamais. Et donc, quand on s'en occupe jamais, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient de plus en plus compliqué, pas complexe, compliqué. C'est-à-dire que ça marche plus très bien, donc on va faire autrement, et puis on va ajouter un truc ici, un truc là-bas, on va mettre des rustines, etc. Et moi, un des trucs qui m'ont enclin à l'époque à te faire ce chèque et à y aller, c'est que tu m'as dit on va pas tout résoudre. Et tu m'as parlé du 20-80 que je connaissais déjà en organisation personnelle, etc. Et ça m'a vraiment débloqué. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Parce que souvent c'est un obstacle et je voudrais vraiment que à la fin du podcast, cet obstacle, il n'existe plus dans la tête des gens. Généralement, quand on arrive, c'est ouais, mais alors par où je vais démarrer ? Je veux tout faire, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, travailler sur ce flux-là, travailler sur ce flux-là. Et c'est stop. On va travailler sur un flux. On va choisir un flux. Parce qu'il faut déjà pouvoir nettoyer ce flux, fédérer les gens. Et une fois que tu auras fait ce flux-là, après, on ira chercher d'autres flux. Il faut déjà avoir des succès, quoi. Et donc, ce qui est très important, et en plus, le succès qu'il faut avoir un succès avec qui va avoir un impact sur le client. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'il faut faire la liste de ces différents flux. Il faut en choisir un sur lequel on va avoir un impact direct sur le client final. Et c'est d'où, encore ma préconisation, c'est de démarrer par la fin. Ok. Et ça, c'est logique de démarrer de la fin, parce que à côté de qui je suis le plus près quand je suis à la fin de mon client final. Et donc, en remontant mon flux, dès que je vais solutionner une première contrainte, tout de suite, ça va avoir un impact sur mon client. Et je remonte le flux. Et l'avantage aussi de faire comme ça, et de choisir un seul flux avec l'équipe, c'est que ça enlève aussi de la frustration, parce qu'on va dire, tiens, on va s'occuper du flux de préparation. Oui, mais moi, la réception, j'ai des problèmes.
Oui, mais on va y venir. Mais regarde, si on solutionne tout de suite la préparation, le client, il va être mieux servi. On va déjà se libérer de la contrainte et tout, et on va remonter ton flux, et après on va arriver chez toi, et ainsi de suite. Que si vous démarrez du début, vous allez régler les problèmes de préparation, et puis tu t'aperçois que tu règles pas les problèmes de réception, pardon. On va régler les problèmes de réception, et puis tu t'aperçois qu'en préparation, tu n'as rien réglé, et ton client, il se passe rien, et au bout de 6 mois, tu dis, ça fait 6 mois qu'on fait de l'amélioration continue, et il y a toujours pas de résultat. Bah non, parce c'est que normal. Puis t'as régénéré un goulot. C'est un petit peu comme quand tu mets une machine. Et ça, c'est très, très important à comprendre. C'est qu'en fait, il faut toujours chercher le meilleur levier. Et en fait, on va travailler en priorité sur un petit morceau à la fois. Et donc, c'est d'où choisir les 20% de flux qui vont représenter 80% de ton service client, quoi. Et donc, par métier, il faut choisir le bon flux, quoi. Et ça dépend vraiment des métiers. Donc, un métier de production, c'est assez facile, un métier de production. Pourquoi? Parce qu'on voit le produit. Donc ça, c'est assez facile. Ce qui est difficile, c'est de faire, par exemple, un bureau d'études. Un bureau d'études, il vend de la matière grise. Il va vendre des plans, il va vendre des études. Donc, le goulot, il est où, quoi? Et le flux, il est comment? Il y a combien de types de flux? Un agent immobilier, c'est pareil. Quel type de flux il a? Un agent immobilier, il a déjà 3 flux principaux. Il doit rentrer des biens pour les vendre, mais c'est un flux, il faut aller les chercher. C'est pas évident. Il doit trouver des acquéreurs. C'est pareil, c'est pas évident. Il faut aller les chercher. Parce qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'offres sur le marché. Et puis surtout, il doit aussi trouver des agents. Et ça, c'est vraiment 3 flux principaux chez les agents immobiliers. Et ça, quand on a identifié ça, c'est quoi son problème? Est-ce que c'est trouver... Alors, en ce moment, les acquéreurs, ils n'ont pas de mal à trouver des acquéreurs. Ils ont du mal à trouver des biens. Et donc, du coup, il faut qu'ils travaillent sur son système d'acquisition de biens. Une fois qu'ils ont le bien, généralement, ça se passe bien. Ça dépend des agences, mais j'accompagne 2 agences. Alors, vous voyez, ça marche aussi dans des agences immobilières. C'est pas que dans la production. Mais le tout, c'est de travailler sur le flux. On utilise la méthode. Par métier, c'est quoi les flux? Quand j'ai travaillé à l'EHPAD, on a travaillé sur le flux du résident et comment il vit dans le système et comment on améliore ça et ainsi de suite. En fait, finalement, ouais, ça paraît en fait, c'est juste dans notre tête ça. On pense que c'est plus simple dans la prod, mais en réalité, une fois que tu as l'outil pour visualiser, on revient toujours à nos post-it. En réalité, tu peux le travailler complètement. Et votre job, il est là pour simplifier les choses, pour vulgariser. Un des 2 exemples qu'on a fait dans le ciel, parce qu'on va en reparler ça après, mais c'est un cabinet d'architectes, par exemple. Voilà. Et après, pareil, ils voulaient travailler sur le flux. Je me souviens, il y en avait des 2, ils voulaient travailler sur le flux d'entrée des mails. Le flux d'entrée des mails, c'est quoi ton métier? C'est de vendre des mails. Ça te génère des euros. Tu vois? Et non, il dit ouais, parce que ça, c'est vraiment un gros problème chez nous. Je dis c'est un gaspillage. C'est pas un flux. Alors, c'est un flux d'information, oui, mais c'est pas ton flux de production. C'est pas lui qui va te générer des euros. Donc, lequel va te générer des euros, va te générer de la satisfaction client. Le flux, c'est un moyen. Le mail, c'est un moyen. Donc, on va le travailler autrement. Et donc, du coup, c'est important de bien choisir son flux dès le départ. Et de choisir un flux qui va générer de l'argent, qui va générer du service client, de la satisfaction client. Donc, le choix est important. Et en même temps, il simplifie, finalement. Parce que quand on s'oblige à regarder quel est le meilleur levier, finalement, on va choisir ce qui paye le plus. Ça entraîne l'équipe. On voit que c'est possible et du coup après on peut continuer progressivement à améliorer tous les flux, tous les autres flux en fait finalement. En fait on déplace toujours le flux à améliorer. Et si vous voulez gagner, allez, je vais donner une petite astuce. Si vous voulez gagner du temps de passage dans un flux ou dans une production, vous devez suivre le flux d'informations. Vous devez travailler avec la planification. Parce que c'est eux qui doivent retenir les OF et les commandes. Prendre de l'avance, c'est le meilleur moyen de se mettre en retard. Celle-là, elle fait un peu mal, mais elle est importante. Et donc, du coup, on doit, le chef d'orchestre, c'est le planning. Donc, le planning, il gère quoi? Il gère un flux d'informations. Donc, si vous voulez gagner du temps de passage, il faut suivre l'information dans votre système. Et si vous voulez gagner de la capacité de production, vous devez suivre la matière dans votre système. C'est vrai aussi en immatériel. Tu vois ce que tu viens de dire. Moi, nous, on l'a constaté même chez Outils du Manager, même si c'est une petite organisation. À trop planifier, à trop vouloir prendre de l'avance sur ce qui va être fait, en fait, finalement, on se crée des contraintes et en fait, on réduit notre capacité. On s'est rendu compte que souvent, c'était en retenant, c'est ce que tu viens de dire,
en retenant les mises en production, eh bien, on avait une meilleure capacité. C'est peut-être pas clair ce que je suis en train de dire, mais on a une meilleure fluidité. Ouais, on a une meilleure fluidité. C'est que c'est vrai aussi. Ouais, tout à fait. C'est vrai aussi sur en dehors d'un contexte de production. Après, et donc le 20-80, il est très important. Ouais. Après, il y a un autre concept pour moi qui est super important. On l'a déjà évoqué, mais il est incontournable. Et moi, je l'exprime comme ça. C'est pas comme ça toi que tu l'exprimes, mais moi j'aime bien dire l'erreur n'est jamais humaine. C'est jamais de la faute des personnes. C'est-à-dire que des fois, il y a un processus, tu dis ouais, le processus il avance pas et tout. Ouais, c'est encore à cause de lui, il n'avance pas. Ah non, c'est pas parce que par exemple Bernard il avance pas ou que Bernard a fait une erreur dans le process que c'est de la faute de Bernard. Si tu pars de ce principe-là, bah tu tues Bernard, tu le licencies, tu en mets un autre à ta place et tu t'aperçois que tu as toujours les mêmes problèmes. Ah, j'ai un problème de recrutement, c'est pas possible. Bah non. c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire de process. Donc l'idée, c'est de trouver des astuces. C'est-à-dire, si tu penses que c'est à cause des personnes, tu vas jamais améliorer ton processus. C'est ça. Parce que ton système, ton process, il est permissif. Il permet aux gens de faire des erreurs. Ouais. Même si tu te dis, ouais, mais ils le font quand même volontairement et tout, parce que je les vois. Ok, peut-être. Mais ils le font volontairement. Eh ben, trouve une astuce pour qu'ils ne puissent plus le faire. Ouais. Et là, du coup, tu vas rendre robuste ton processus. Exact. Et ça, c'est important. Et donc, c'est à vous de rendre robuste votre processus. Mais pour le rendre robuste, faut-il encore travailler dessus. Ouais. Et pour travailler dessus, tu peux pas partir du principe que c'est de la faute des humains. Si tu démarres ta démarche en disant en disant c'est de la faute des humains, ça marchera pas. Tu pourras pas les faire contribuer. Et puis tu vas pas attaquer le bon problème. Et ça, c'est très important en management aussi. Une des conséquences de dire l'erreur n'est jamais humaine, c'est aussi, quand on fait un feedback à quelqu'un, de jamais se dire je suis en train de remettre en cause la personne, je suis en train de remettre en cause son comportement, ou une action, ou quelque chose qui s'est passé dans un contexte. Ça, c'est l'étape, je dirais, management. Mais l'étape au-dessus, qui est l'étape organisation, c'est d'avoir exactement le même principe. Et on voit très bien que les mêmes personnes mises dans un contexte différent, elles seront ou pas productives. C'est très clair. C'est pas les gens le problème, c'est le contexte. Et le contexte, c'est quoi ? C'est comment tu fais fonctionner ton flux. Donc c'est important, théoriquement, mais ça veut dire plein de choses pragmatiquement, concrètement. Mais là, je suis sûr qu'il y a 80% des auditeurs qui se disent « Ah si, c'est quand même les gens, quoi. Ils veulent rien faire, ils n'ont pas compris. » Non, même si la personne ne fait pas, c'est soit tu n'as pas mis en place de procédure, soit tu n'as pas fait de formation, d'intégration, soit il n'y a pas de support de formation. Et alors là, pareil, il y a 80% qui vont dire, mais moi j'intègre des personnes, j'ai pas de PowerPoint, j'ai pas de système d'intégration. Et ben donc du coup, c'est le process d'intégration qui est pas bon, c'est pas les personnes. Et donc ça, c'est vraiment très 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 important de travailler là-dessus. Ça déculpabilise et c'est pas un tribunal, quoi. Et donc, et du coup, même on va pas travailler on va travailler avec la personne sur le process. Et quand tu dis, oh bah ouais, des fois il y a même des gens qui disent, ouais regarde, tu vois, quand je fais ça, à chaque fois je fais des erreurs. Ouais, mais des erreurs, c'est pas de ta faute. Pourquoi tu fais des erreurs? Qu'est-ce qui te fait que ça génère une erreur? Et donc là, on va travailler sur le process et tout le monde travaille avec lui sur son problème. Et du coup, ça déculpabilise encore une fois. Et donc, du coup, partez du principe que si une personne fait une erreur, c'est pas de sa faute. C'est que vous avez laissé votre système permissif. C'est lui qui permet de faire l'erreur. Donc, c'est à vous de rendre robuste votre processus. Je donne un exemple avec un processus où il y a 3 points de commande. C'est-à-dire que, par exemple, on a besoin de 3 pièces différentes et on va lancer 3 points de commande. Et je donne les commandes aux gens avant, aux personnes, aux différents services. Donc, chacun va pouvoir travailler. Et puis, ils ont des commandes, une commande numéro 1, on va la retrouver 3 fois, aux 3 points différents. Et puis, les 2 personnes qui vont travailler des sous-ensembles, ils vont commencer à travailler, vont pouvoir faire de l'avance. Sauf que je leur dis, maintenant, on arrête de faire de l'avance. On arrête de faire de l'encours. Parce que l'encours me met en retard dans mon process. Mais je continue de leur donner les informations. Eux, ils vont continuer à faire de l'avance. Ouais. Ils vont pas rester à rien faire. Et je peux aller là et dire, ouais, je t'avais dit de plus faire d'avance. Mais comme j'aurais donné les commandes, je les aurais permis de faire de l'avance. Donc, du coup, je dis toujours, quel est le meilleur moyen pour plus qu'ils fassent de l'avance? Je leur enlève les commandes. Alors, ils disent, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? T'attends. T'attends que la commande, elle t'arrive. Ah, mais je peux pas me croiser les bras. Si. T'attends que la commande, elle t'arrive. Tu vas travailler en juste attends. Et après, je dis à mon processus, tiens, mon gars qui est au débit, au départ, c'est lui qui a toutes les commandes. Au moment où tu démarres le débit, c'est toi qui vas donner les commandes aux autres services. Donc, c'est lui qui déclenche, c'est mon processus qui déclenche les autres services. Et si jamais ma commande numéro 3, je la stoppe
parce qu'il y a un problème et tout ça avec un client, ben les autres services ne verront jamais la commande numéro 3 arriver. Dans mon premier concept, avec mes 3 points de commande, eux avaient déjà préparé les sous-ensembles. Je suis obligé de courir dans ma chaîne pour aller arrêter les produits. Voilà, ça, c'est des exemples concrets de rendre robuste un processus et d'avoir qu'un seul point de commande. Tout à fait. Encore une petite astuce. Oui, et ça veut dire aussi que, encore une fois, c'est pas de la faute de la personne, c'est de la faute du processus. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Les gens, ils se mettent en avance alors qu'il faudrait pas. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent se mettre en avance. Et ça, les post-it mettent clairement en évidence ces points de dysfonctionnement. Oui, et d'ailleurs, juste une précision, il n'y a jamais un post-it avec le nom d'une personne dessus. Hein. Ok, super, super important. Je complète juste ça en disant, à chaque fois que vous vous mettez en colère sur un collaborateur, notez-le. C'est pas un signe que votre collaborateur est mauvais, c'est un signe que votre process est mauvais. C'est un signe que votre flux est mauvais. Et donc, plus vous allez c'est pas en l'engueulant qu'il va devenir meilleur. Hein. Ça c'est sûr. Au contraire, il va faire encore plus d'erreurs en général. Et donc, la clé, c'est pas ça. C'est de lui dire, je vais t'aider là. Ou le groupe va t'aider. On va faire une session et on va comprendre comment on va faire les choses. Engueuler, c'est simple. Hein. C'est simple et ça résout rien. Par contre, ça peut être simple aussi de faire travailler l'équipe ensemble pour non pas aider cette personne, mais aider le flux. C'est ce qu'on propose. Et moi j'aime bien dire aussi, quand tu découvres qu'il y a un problème, qu'il y a une erreur, que tu dois discuter quelqu'un, chic, un problème. Ouais. S'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une amélioration possible. Top. Je vais pouvoir fédérer mes gens et travailler sur le problème avec mes gens. Top. Ensuite, il y a un autre principe qui est complètement... mais tu viens presque d'en donner un exemple là tout à l'heure, c'est on ne travaillera pas plus et on n'investira pas plus. On en a déjà parlé, en fait, c'est le principe du goulot. Et puis, c'est ce que tu viens de dire. Tu vois, dans ton exemple, tu l'as dit, et c'est donc une bonne transition sur on ne travaillera pas plus, c'est l'histoire de retenir les commandes, en fait, fait que, en fait, finalement, le flux va mieux se passer, alors que les gens vont plus se croiser les bras qu'avant. On n'est pas là pour occuper des gens. On n'est pas là pour occuper des machines. Donc, il y a un moment, si la personne qui est un débit sur une machine ou dans une logistique et une réception ou dans un bureau administratif qui fait des dossiers en avance, il y a un moment, il vaut mieux qu'elle attende et qu'elle fasse autre chose. Et tout le temps que la personne elle va travailler sur une autre chose que la commande en juste attente pour le client, qu'elle va faire de l'avance, c'est tout du temps qu'elle n'a pas de disponible pour aller aider un poste boulot ou pour aller aider un client. C'était ce qui s'est passé chez Cogepac. À un moment, on a libéré du temps aux filles de la DV. Elles passaient du temps à prendre une commande, à les photocopier, à aller à l'atelier des données en fin de journée. Ça crée de la tension avec l'atelier et ainsi de suite. Et ben tout ce temps-là, on avait éliminé une grosse partie du processus en imprimant les BL directement à l'atelier, à la préparation. Et tout le temps qu'elle avait de dispo en flux continu, en flux, ça coulait tout doucement tout le temps. C'était très fluide. Et donc du coup, tout le temps qu'elle avait de disponible, qu'elle n'était pas partie pour aller apporter les commandes, c'est du temps qu'elle passait avec les clients. C'est du temps qu'elle passait à trier, à renseigner son ERP pour bien mettre les consignes clients à jour, pour bien mettre ses tarifs à jour, pour faire des relances de devis. Enfin, on a utilisé ce temps-là à bien faire les choses, à faire toutes les choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Et aujourd'hui, quand on fait une étude de satisfaction, une des premières choses qui remonte, parce que tous les problèmes qu'on avait de logistique, tout ça, c'est de l'histoire passée, donc ça ressort même plus en avantage en étude de satisfaction. C'est juste, je dirais, un acquis. Les clients, ils s'en rendent même plus compte, mais du coup, on a quasiment plus de concurrents. Et ce qui remonte, c'est la sympathie, la disponibilité, l'écoute de nos personnes à la DV. Et ça, c'est formidable. Ça, je veux dire, c'est vraiment un truc qui garde le client, qui contribue. Et on a aussi, du coup, pu, dans notre ERP, avoir un système de relevé des incidents, mais qui génère... Alors, ce qu'on appelle un incident, c'est pas forcément quelque chose qui va arriver chez le client, parce que ce sera détecté avant, désormais, donc le client le voit même pas. Mais nous, c'est un moyen de fluidifier encore plus notre process. C'est-à-dire que, du coup, les gens ont la main sur tiens, tel client, il faut faire attention parce que il préfère que les trucs soient rangés de telle manière, etc., faire des exceptions, etc., mais des exceptions qui sont incluses dans le flux. Ouais. Et alors, on va pas travailler plus, on va pas travailler plus fort.
ce qui est important aussi, et puis ce qui est primordial, c'est que quand on pose des post-it, hein, donc on a des post-it jaunes pour toutes les valeurs ajoutées, ça c'est le métier. On a déjà expliqué qu'on n'allait pas s'occuper du métier. Et du coup, quand on réécrit le nouveau processus en le nettoyant, les jaunes, on s'arrête pas dessus. On remet exactement les mêmes. Et des fois, même qu'au contraire, on ajoute du temps des fois sur les jaunes. Parce que pour mieux faire son métier. Donc déjà, les jaunes, c'est les étapes à valeur ajoutée, c'est-à-dire ce que le client est prêt à payer. Voilà. Et donc du coup, ça, on le fait pas, quoi. On touche pas aux valeurs ajoutées. On va toucher à tout ce qu'il y a autour. Tout ce qui est rose, c'est des temps d'attente, des post-it verts, c'est des temps de transport, des post-it orange, c'est des opérations à non-valeur ajoutée, du bleu, c'est des contrôles, et ainsi de suite. On va s'occuper de ça. Et on va essayer de les réduire au maximum. Hyper intéressant. Ok. Si on parle un petit peu de toi à nouveau, tu disais que tu avais posé 100 000 post-it. Plus de 100 000 post-it à peu près, ouais. C'est rigolo, mais ça veut dire que tu as réorganisé t'as fait combien de réorganisations? Tu as réorganisé dans ta carrière combien d'entreprises? Alors, en nombre d'entreprises, je dois être à plus de 180 entreprises, un petit 200. Pas mal. Ça dépend parce que des fois, tu as des groupes et des choses comme ça, mais je suis à plus de 180 entreprises. Ok, top. Et après, en termes d'analyse de déroulement, parce que moi, c'est vraiment mon outil phare que j'utilise, c'est l'analyse de déroulement, c'est les post-it. Et c'est cette méthode-là qu'on a simplifiée pour que ce soit applicable par les managers. Et là, je dois être à plus de 200, 230 analyses de déroulement dans divers domaines. Génial. Est-ce que tu peux nous donner juste des exemples, parce que ça parlera peut-être de résultats que tu as obtenus sans forcément citer les clients, parce que je sais que voilà, on n'a pas forcément l'autorisation de les citer, mais le genre de résultats que tu as obtenus, si tu devais en citer quelques-uns. Alors, bon, des exemples simples dans la production ou de production de fenêtres, on arrive à gagner entre 20 et 30% facilement de capacité de production. C'est-à-dire qu'on arrive à livrer plus de fenêtres et du coup derrière pour pouvoir en poser plus. C'est la pose qui va être aussi. Il y a deux goulots d'étranglement dans la pose des fenêtres. C'est la pose et c'est la fabrication. Donc on arrive à travailler dessus. Donc là on a des gains faciles de 30 à 40% en production, d'accord, de capacité de production. Donc ça augmente le chiffre d'affaires obligatoirement et du coup ça augmente la rentabilité. Donc parce qu'on augmente la productivité. Oui, parce que avec le même nombre de personnes, on en fait plus. Oui, parce que dans ce métier-là, c'est clair, j'ai un bon copain qui est là-dedans, et lui, son problème, c'est pas du tout de trouver des nouveaux clients, etc., c'est de réussir à répondre à la demande. Ouais. Et aujourd'hui, avec la pénurie en plus de main-d'œuvre, on n'arrive pas à trouver des gens et tout ça. Et du coup, obligatoirement, quand tu augmentes ta capacité de production, en travaillant sur des boulots, en travaillant sur ton flux, t'as pas besoin de recruter parce que tes experts et tout, tu vas les focaliser sur du travail à valeur ajoutée. Et tu vois, tu dis capacité de production, et là, je veux pas que les gens qui nous écoutent se trompent. Tu parles pas de la production des fenêtres, tu parles de la production du chantier. Oui, c'est-à-dire de la livraison au client à la fin, puisque la pause est incluse dedans. Hein. Donc c'est le service complet que tu traites. Final. C'est le chantier fini, posé. C'est énorme. Ouais. Ah ouais, mais c'est juste magique. C'est juste magique. Parce qu'il y a des moments où c'est parce que les gens ils font plein de tâches à valeur ajoutée. Donc ça c'est la production. Donc ensuite il y a des entreprises de développement. Donc ils ont un service R&D et ils font des produits de tissus techniques. Et ils mettaient 3 ans pour développer un nouveau produit. Je vois de quelle boîte tu parles. Ouais, je vois de quelle boîte. Elle est connue, hein, mais bon. Et le patron, il avait été voir ses équipes, il fait bon, je vais toujours devoir attendre 3 ans pour avoir un nouveau produit. Ça l'agaçait, quoi. Et donc, du coup, on a travaillé sur le process de développement 3 ans. On est passé à 6 mois. Ouais, c'est dingue. On a raccourci le temps de développement. Ouais. C'est de fou, quoi. Fois 6. Et par contre, même le patron, il a dû se remettre en cause parce que lui aussi, il demandait beaucoup de choses. Donc, on a dû travailler sur déjà l'entrée du processus. Mais on est passé de 3 ans à 6 mois. Un truc de fou. Après, j'ai des entreprises qui sont dans la vente Internet, sur le web, des grosses enseignes. Et alors, c'est marrant parce que c'est des grosses enseignes qui ont des centres, qui sont dans la distribution, ils ont des magasins physiques. Ils se sont dit, on va se lancer dans le web. Et sauf que pour mettre un nouveau produit en place, il leur faut 6 mois. Parce que ça doit passer par tel bureau, ça doit passer par la qualité, ça doit passer par là. Ils ont le process du magasin physique. Sauf que les petites startups qui démarrent, le produit il arrive, je prends la photo, je mets 2-3 commentaires et je le mets en ligne.
Et eux, ils mettent un produit en ligne en moins d'une semaine. Et eux mettaient 6 mois. Donc, et on a travaillé sur le process. Donc là, on était passé de 6 mois à 1 mois. Et ils sont encore en train maintenant de l'améliorer. Parce qu'il y a quand même des fiches techniques, il y a des produits chimiques, il y a des choses comme ça, donc faut faire attention. Et donc, on était passé de 6 mois à 1 mois. Et ils sont encore en train de diminuer. Mais tout ça parce qu'ils avaient des paradigmes, ils avaient calqué le process physique sur le web. Ça marche pas. Parce que c'est pas les mêmes choses. Et les startups qui n'avaient pas de paradigme et tout ça, eux, ils avaient simplifié à outrance leur processus. Oui, c'est ce que je disais. À mis en évidence. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très fréquent en fait quand on revoit pas régulièrement son process dans sa globalité, parce qu'en fait finalement on prend pas le temps de le visualiser, etc. De le rendre extrêmement complexe. Et je suis persuadé d'ailleurs que les enseignes dont tu parles, en simplifiant leur process pour s'adapter au web, elles vont aussi simplifier leur process classique, parce que finalement, elles vont remonter. C'est clair. Et là, juste je dis ça en passant, tu viens juste de nous donner 2 exemples où on a on a divisé les délais par 6. Hein, dans un cas, on est passé de 3 ans à une demi-année, et dans l'autre cas, on est passé de 6 mois à 1 mois. Donc, on a juste imaginez de diviser les délais par 6, imaginez le chiffre d'affaires que ça peut vous rapporter, ou la sérénité, ou le temps gagné, etc., etc. J'ai une entreprise là qui fabrique des tissus enduits pour des marques de bateaux connues. Ok, d'accord. Et donc, il y a du caoutchouc sur le tissu, tout ça. Ils sont passés de 8 semaines à 4 semaines de délai. Ouais, par 2, bof. Par 2, ouais. Et ils venaient juste de déménager dans une nouvelle entreprise. Et quand on a fait la formation, ils ont déménagé, donc la formation après. Ils se sont dit, on va déménager, puis on fera l'analyse des flux après. Erreur. Toujours le faire avant le déménagement. Et donc du coup, on a fait la formation ensemble. Et puis là, il a pris conscience qu'il avait mis 2 machines et qu'il les avait pas mis dans le bon sens. Il fallait les retourner pour que l'opérateur puisse travailler dos à dos, pour travailler sur les deux. Et c'était son goulot d'étranglement. Et il m'a dit, Laurie, je suis embêté. Il dit, je vais devoir aller voir mon patron pour lui expliquer qu'il me redonne 15 000 euros. Je vais finir mon déménagement. Et je viens de faire des fosses et tout. Mais il va falloir qu'il me redonne 15 000 euros pour changer des machines de place. Alors que je viens de finir mon déménagement. Mais du coup, on a fait le calcul de retour sur investissement avec le robinet et tout. Il l'a fait, c'était juste magique. Et l'atelier, aujourd'hui, d'entrepôt, il est trop grand. Enfin, l'atelier, il est trop grand parce qu'il faisait beaucoup d'avance et tout ça, donc on a réduit les encours. Et ils ont sauvé une cellule de 2000 mètres carrés qui sert à rien. Ils l'ont transformé en logistique. Ils ont offert un service supplémentaire au client. Génial. Donc, tu vois, c'est des exemples concrets, quoi. Ils ont fait de la création de valeur. Ils ont créé de la valeur. Sans utiliser plus de ressources. Non. Ils ont juste créé de la valeur supplémentaire. L'idéal, ça aurait été qu'ils anticipent encore plus, mais bon, ça s'est fait autrement. Ouais. Et donc, on gagne beaucoup. Donc, 50% sur les délais de temps de passage, c'est un grand classique. Ouais, ok. C'est un grand classique. D'accord. Et après, j'en ai encore plein d'autres, des exemples. Ouais. J'en ai plein d'autres. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu réduis de 50% ton temps de passage. Le temps de passage. Tu fluidifies. Donc, ça veut dire que tu multiplies par 2, en fait, ta vitesse. Ouais. D'accord. Et du coup, parce que, pareil, pour choisir un flux, pour revenir au 20-80, moi, je dis toujours, quel est le flux, quelle est la chose qui va te donner un avantage concurrentiel? Est-ce que c'est pouvoir livrer plus ou est-ce que c'est pouvoir livrer plus vite? Alors, tous les clients me disent, Laurie, je veux les deux. Mais souvent, mais sinon, on n'attaque pas les deux en même temps. Mais en vrai, souvent, c'est une conséquence. Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que quand on a augmenté notre vitesse, en réalité, on a eu aussi du volume en plus qui est arrivé. Puisqu'en fait, on a augmenté notre capacité, finalement. C'est vrai. Puis après, tu peux accélérer encore plus ton volume. Super intéressant. Mais c'est deux choses séparées. Ok. Bon, super. Merci pour les exemples. Bon, troisième partie, on va le faire assez vite parce que si vous voulez des détails par rapport au protocole Smart Process, le mieux, c'est franchement, vous cliquez sur le lien qui est dans le descriptif et du coup, vous allez être inscrit à une série d'emails qu'on a composés qui vont vous faire revisiter les concepts qu'on a vus dans le podcast, mais je me rends compte maintenant qu'on l'a enregistré que vous aurez des concepts en plus. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont dans le podcast qui sont pas dans la série de mails et vice-versa. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit, la série de mails. Mais évidemment, dans la série de mails, on vous parle
du protocole Smart Process. C'est la toute nouvelle formation chez Outils du Manager. C'est le produit dont je rêvais depuis des années, mais que j'arrivais pas à faire parce que malheureusement, Laurie, vous vous en doutez, il est super occupé. Et donc c'est très dur de réussir à le capter. Et c'était pas non plus forcément évident d'arriver quand même à faire un produit simple et standardisé pour que vous puissiez acquérir, je dirais, le 20-80 des concepts, parce que c'est toujours ça une formation. Évidemment, c'est une formation qu'on enrichira par la suite, mais déjà là, comme ça, il y a le contenu théorique pour vous retourner la tête. Ça, c'est clair, hein, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est toutes les étapes par lesquelles vous allez passer pour, tu m'arrêtes si je me trompe, déjà choisir quel flux, parce que c'est par là qu'il faut commencer, c'est l'histoire du 20-80 dont on va parler. Toute sa liste de flux, comment on fait une liste de flux? Voilà, on fait une liste de flux, comment on fait pour faire la liste de flux, comment on choisit les flux à l'intérieur de cette liste. Surtout, tu m'arrêtes si je dis je donne ça d'astuce, Ensuite, c'est comment on écrit le flux, et ça, c'est ta fameuse méthode avec les post-it. Comment on analyse son déroulement. C'est ça. Et en fait, quelque part, tu l'écris avec tes équipes. C'est important. Ouais. Ensuite, c'est comment on le simplifie, comment on l'optimise. On le nettoie. Moi, j'aime bien dire nettoyer. Ouais, comment on le nettoie. Et c'est là des étapes à non valeur ajoutée. Ouais, c'est hyper important parce que c'est là où vous allez le rendre plus simple, puis que vous allez pouvoir déjà calculer combien vous allez gagner. Et du coup, ça va motiver les équipes. Elles vont tout de suite savoir combien on peut gagner. Même si pour l'instant on n'a rien fait, on a déjà fait un truc énorme qui est, on est sorti de notre flux, on le regarde de l'extérieur. Ça, c'est énorme. Et tous ensemble, pas le patron, parce que souvent c'est l'erreur que font les consultants, que font les patrons, que font les managers, c'est croire qu'il y a que eux qui doivent avoir le recul. Mais non, tout le monde doit avoir du recul. Sinon, l'intelligence collective, elle peut pas s'exprimer. Donc, on fait ça. On nettoie le flux, on visualise tout de suite les gains qu'on va faire, et ensuite, comment on met en place les choses. Comment on l'implante. Comment on l'implante et on le rôde. Et comment on fait ce que tu appelles le rodage, parce que il y a toujours une courbe, hein. Quand on fait quelque chose comme ça, on a un boost, tout de suite, tout s'améliore, et souvent, on a besoin d'un petit peu revenir quelques mois après, parce que il y a certaines mauvaises habitudes qui peuvent se remettre sur le flux. J'aime bien ta queue de cochon, là. C'est un petit peu ça, quoi. Ouais, on avance, on va stagner, on va reculer, puis on remet un petit coup de pied, et c'est reparti, quoi. Et on a une progression comme ça en queue de cochon, quoi. Et en fait, ce que tu appelles le rodage, c'est de l'amélioration continue, en réalité. Puisqu'à chaque fois, on va regarder notre flux, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est vraiment la partie comment vous allez faire. Et il y a un truc, pour moi, qui est énorme aussi dans cette formation. C'est qu'on a 2 membres du ciel, donc la communauté des entrepreneurs dont je parlais tout à l'heure, qui ont accepté qu'on filme intégralement, donc c'est 2 vidéos chacune d'1h45, tout le process en fait, chez eux. Ils nous ont expliqué comment ils ont fait, on a analysé, commenté et donné des pistes. Voilà. Et 1h45 chacun, donc c'est pas juste du théorique, c'est vraiment, tu rentres dans le détail, etc. Et donc, il y en a un premier, c'est Benoît, et il est dans le domaine, on va dire, des services. Et c'est celui dont tu disais tout à l'heure qu'au début, il était venu en disant, en fait, nous, le problème, c'est les mails. Puis en fait, voilà, je veux pas tout dévoiler, mais finalement, derrière, il s'est passé, comment il a libéré, en fait, son flux. Et le deuxième, c'est Pierre, et là on est dans un autre contexte, c'est un contexte de production de produits. Et si je me souviens bien, lui, son enjeu, c'était les délais, les surstocks. Ils sont plein développement, le chiffre d'affaires, il est en hausse, et ils ont des problèmes de capacité, et ils ont des problèmes de flux d'entrée. Et lui, ce qu'il veut gagner, c'est la capacité. Donc on voit en fait comment tu découpes le problème, comment vous allez découper le problème, comment vous allez modifier des choses, en fait, finalement, pour libérer de la capacité, ce qui va générer du chiffre d'affaires. Donc voilà, cette formation, alors j'ai pas regardé le nombre d'heures, on est juste en train de la finaliser. Pour moi, c'est un incontournable chez Outils du Manager. Alors, je dis pas à chaque fois ça. C'est un incontournable. Et en plus, pour moi, ça représente vraiment l'avenir du management.
j'y reviens. Le monde d'aujourd'hui, ça n'est plus produire plus en dépensant plus. On est dans une situation de pénurie et quelque part, c'est pas forcément un mal, je dirais, pour notre environnement, pour la planète, même pour notre vie personnelle. La crise nous remet en cause. La crise, c'est juste un accélérateur et c'est une opportunité. Donc, je pense vraiment que si tu es manager, si tu es chef d'entreprise, c'est vraiment important que tu te mettes ça en tête. La croissance, elle se fait plus en forçant les choses, elle se fait plus en dépensant beaucoup, elle se fait plus en allant chercher des ressources rares, elle se fait plus en occupant les gens, elle se fait vraiment avec l'intelligence de ton équipe. Et les solutions, en fait, elles sont plus à l'extérieur, elles sont à l'intérieur de ton entreprise. Par contre, pour pouvoir les libérer, les révéler, pour pouvoir générer ça sans dépenser plus, sans utiliser plus de, entre guillemets, de matière humaine ou autre, eh bien, il faut que tu changes de paradigme, il faut que tu changes de manière de voir les choses et que tu fasses changer ton équipe. Et ça, en fait, ça agit sur la culture de l'entreprise. Et moi, c'est les outils que je préfère, c'est ceux qui sont très pragmatiques. Et là, vous avez entendu que on peut pas faire plus pragmatique que Laurie. Hein. C'est pas du tout un mec qui fait du pipeau et de la théorie. J'ai jamais vu faire ça. Mais on fait du pragmatique, c'est-à-dire avec des résultats immédiats, mais en même temps, on change durablement la culture de notre équipe ou de notre entreprise. Et ça, c'est important aussi. Parce que finalement, c'est ça qui va donner tous les bons réflexes pour plus tard. Et donc, c'est pour ça que cette formation, je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'ai, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est pas moi qui l'ai faite. Mais voilà, pour moi, c'est un incontournable. Un manager, s'il maîtrise pas cet outil, voilà, pour moi, il est pas dans le management tel qu'il doit être pratiqué aujourd'hui. Et je donne plein d'astuces. J'ai donné plein d'astuces d'animation et surtout les erreurs à éviter quand on anime, parce qu'on peut en dire plein. Il y a plein de choses à dire sur l'analyse de déroulement. Mais du coup, j'ai vraiment donné les erreurs à pas faire quand je forme les gens, et puis les astuces pour bien démarrer. Super, extra. En plus, un dernier truc, c'est que on est en train de développer ça chez Outils du Manager, ça va prendre une autre dimension bientôt, mais il faut savoir qu'avec chacune de nos formations, vous avez un accès à la communauté. Donc vous pouvez échanger avec d'autres managers, ceux qui sont inscrits à la même formation. Donc ça veut dire que entre vous pouvez vous échanger des tips. Mais Adélie intervient aussi en tant que coach. Moi j'interviens. Et évidemment Laurie, toi tu as donné aussi ton accord pour répondre à des questions spécifiques que les personnes pourraient avoir. Donc il y a à la fois dans cette formation l'aspect théorique, l'aspect pratique, les exemples avec les cas concrets. Et là, on a vraiment fait dans le détail. Et en plus, il y a le support communautaire. Et vous allez voir que, mais ça, je vous laisse découvrir à travers la suite de mails, c'est à un prix absolument sans comparaison avec le premier devis que j'ai signé en 2014 et comme ça en 2004 pardon, et comme ça la boucle est bouclée. C'est mon meilleur investissement, mais je dirais que aujourd'hui, j'aurais pu faire la même chose ou presque la même chose, peut-être pour 200 fois moins cher, donc c'est intéressant. Je vous laisse cliquer sur le lien. Laurie, je te remercie infiniment. Je suis hyper content qu'on ait fait ce travail ensemble. C'est vraiment un truc dont je suis fier. Et puis, tu vois, c'est un truc qui m'excite. D'ailleurs, presque je vais parler trop. Je pense que ça fait 1h20 qu'on est en train de discuter. On va peut-être arrêter là et on va passer au concret. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, à très vite. Super. À bientôt. Ciao. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, fin de cette série. J'ai adoré. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais voilà, ça m'a rappelé plein de souvenirs formidables avec Laurie. Et puis surtout, ça nous a donné l'occasion de créer une nouvelle formation. Je pense que c'est vraiment une formation qui est adaptée au nouveau monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est plus possible de développer de la valeur en consommant, en détruisant des ressources. Et toutes ces méthodes, tout ce dont a parlé Laurie, eh bien, c'est parfaitement dans l'air du temps, puisque c'est ce qui va te permettre de créer de la valeur sans dépenser de ressources, simplement en faisant appel à l'intelligence, en l'organisant, pas de manière naïve, pas en disant je laisse tout faire, mais en prenant les choses en charge, mais en le faisant dans le respect des personnes. Et donc pour moi, c'est une brique incontournable dans ton management. C'est pour ça que, en plus de ces épisodes avec Laurie, on a créé aussi une série de mails
qui vont te permettre de peut-être de réentendre ce que tu as entendu pendant les podcasts, et puis de voir de nouvelles choses, puisque la suite de mails est un petit peu plus complète. On en profitera aussi pour te présenter la nouvelle formation, donc protocole Smart Process. Mais voilà, même si t'es pas client, même si tu n'achètes pas cette formation à la fin, c'est pas grave. Je pense que le plus important pour Outils du Manager, eh bien, c'est que ces concepts-là, tu te les appropries, que tu aies un maximum de déclics, parce que c'est comme ça qu'on va changer le management. J'en suis absolument, intimement convaincu. On l'a fait des centaines de fois dans les entreprises. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire dans nos entreprises à nous. Donc, si tu veux continuer avec nous, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien qui est en descriptif, me donner ton meilleur mail, et puis c'est parti pour la série de mails privés sur la manière de doubler la capacité de ton équipe sans investir plus, sans embaucher, sans travailler plus. À très bientôt. Au revoir.